Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chahid Hamadi. Merci de nous suivre. Nous reprenons l'antenne pour la dernière partie d'Atlantique Soir dans son aspect chronique littéraire du vendredi. Le fait de lire, cela paraît tout à fait naturel aujourd'hui et même encouragé. Mais savez-vous que cet acte a toujours été considéré comme subversif dans une culture depuis la nuit des temps? Lire un texte qui remet en cause l'ordre établi, certaines conventions, on va dire, certaines valeurs aussi, des valeurs dominantes à des époques bien précises. Les régimes autoritaires voient dans certains textes l'origine de désordre ou de quête d'émancipation. L'éclairage avec Rida Al-Merini, écrivain, romancier et essayiste. Rida Al-Merini, bonsoir. Bonsoir, Chahid. Très heureux de vous retrouver après une si longue absence. Moi aussi, figurez-vous. Alors, depuis la nuit des temps, bien des écrivains sont parvenus à transformer le simple fait de lire en un acte de résistance ou de pensée critique. On prend comme exemple le cas d'un certain Percival Everett. Pourquoi citez-vous ce romancier américain et qui est-il vraiment? Percival Everett est le maître absolu de la subversion, en tout genre d'ailleurs, et de la déconstruction du langage. Moi, je suis tombé sur une de ces affirmations et ça m'a frappé. Et j'ai pensé que voilà un sujet qu'on pourrait présenter ce soir à vos auditeurs et vos auditrices, et bien qu'effectivement ça soit quelque chose de déstabilisant. D'ailleurs, j'ai un ami, quand il a vu l'annonce, on annonce comme quoi lire est un acte de subversion, et cet ami qui m'écrit, qui me dit comment est-ce possible que la lecture puisse renverser ou menacer l'ordre établi des valeurs reçues. Et évidemment, ça l'a tellement choqué et frappé qu'il m'a dit je serai là ce soir pour écouter et voir est-ce que je peux trouver réponse à mes questions. Eh ben voilà, c'est un ami que nous allons saluer en tout cas en direct à partir de cette émission-là. Alors pour revenir à Percival Everett, je crois qu'il est l'auteur de La case de l'oncle Tom, le fameux livre, le fameux roman. Pourquoi son regard acéré sur la lecture et la liberté intellectuelle est si d'actualité aujourd'hui? Parce que c'est quelqu'un qui parle d'un lieu très spécial. C'est un lieu d'indépendance totale. Il refuse les postures, il rejette les chapelles idéologiques, et ce qui est frappant chez lui, c'est que pour lui, la littérature, elle n'existe vraiment que si elle dérange. Alors dans le langage courant, pour bien expliquer peut-être ce terme de subversion, il renvoie à l'action de bouleverser les choses. Cela va apparemment dans le sens de Percival Everett qui affirme, lui, de son côté, que lire serait l'acte le plus subversif dans une culture. Et je ne comprends pas pourquoi il dit cela. C'est incroyable. Quand on revient à la définition du mot subversif, le dictionnaire, qu'est-ce qu'il nous dit ? Quelque chose ou une idée ou quelqu'un est subversif lorsqu'il renverse ou menace l'ordre établi et il dérange les valeurs reçues. C'est ça la subversion. Eh bien, lorsqu'on lit, forcément, on commence à penser. Et quand dans une société, on ne veut pas que les gens aient des pensées différentes, qu'il y ait simplement une pensée unique, dans ce genre de société, à ce moment-là, cet acte de lecture devient effectivement subversif. Pourquoi ? Parce que la lecture nous redonne cette pluralité intérieure qui échappe à tout contrôle. L'acte de lire est un acte silencieux, certes, mais il est d'une puissance radicale. Alors pour lui, les librairies et les bibliothèques sont des lieux de subversion. Cette attitude évoque une certaine résistance intellectuelle face à ce qui est considéré comme une censure, comme un engagement personnel par le choix donc des lectures. Comment comprendre ce genre de situation ? Eh bien parce que les librairies et les bibliothèques sont des lieux où le pouvoir ne tient pas les ficelles. Il ne peut rien gérer, il ne peut rien contrôler. C'est des lieux dans lesquels les discours, les pensées, les réflexions cohabitent, se contredisent, s'affrontent. Et évidemment, ils nourrissent le doute. Et c'est un doute fertile. C'est très simple.
on rentre dans une bibliothèque parce qu'on cherche une réponse, mais généralement on ressort avec 10 nouvelles questions. Justement, quel serait le rôle des libraires et des bibliothécaires dans cette, entre guillemets, subversion tranquille? Est-ce qu'ils sont eux aussi des subversifs sans le savoir? Oui, en quelque sorte. Parce que pourquoi? Parce que ce sont des passeurs, les libraires et les bibliothécaires. Ce sont eux qui facilitent des brasseurs d'idées. Alors, Everett qui affirme que le langage, c'est notre refuge, que signifie dans ce cas-là cette idée précisément? Que se passerait-il si nous perdions notre capacité à communiquer librement? Eh bien, on deviendrait des îles désertes, tout simplement. On deviendrait... on ne peut plus communiquer entre nous, et parce que le langage, c'est un abri contre la solitude. C'est un abri contre la solitude, mais aussi un abri contre la manipulation. Parce que dès qu'on parle et dès qu'on écrit, qu'est-ce qui se passe? On crée un espace où nous invitons l'autre à nous rejoindre. Et c'est là que la liberté commence, dans la possibilité de dire, de communiquer, d'échanger. Et si on nous enlève ça, eh bien c'est terminé. Alors, et pour revenir effectivement aux bibliothèques, il dit, Everett, qui dit aussi que le second geste le plus subversif n'est pas d'écrire, mais de rejoindre un club de lecture. Il dit ça pourquoi? Parce que ce serait des endroits où les discours s'enrichissent et se contredisent. La réponse, elle est dans votre question. Effectivement, lorsque vous êtes dans un club de lecture, vous n'êtes plus seul à réfléchir, vous réfléchissez avec d'autres. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'émergence de démocratie miniature. Et ça fait peur. Ça fait peur au pouvoir autocratique. Et peut-être, je voulais tout de même ne pas laisser passer cette occasion pour rappeler que, justement, ces régimes autocratiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'acharnent à censurer ou à brûler les livres, parce qu'ils ne les comprennent pas, parce qu'ils leur font peur. Un bref retour sur l'histoire. La Chine impériale, la bibliothèque d'Alexandrie, les livres d'Averroès à Cordoue, l'Inquisition au XVIe au XVIIe siècle, l'Amérique précolombienne, l'Allemagne nazie avec les autodafés de Freud, d'Einstein, de Brecht, de Kafka, la révolution culturelle chinoise, les dictatures du XXe siècle. Et la liste est infinie, mais finalement, le résultat des cours, c'est quoi? Le feu, il efface peut-être le papier, mais jamais la pensée. Et c'est vrai que vous faites bien de rappeler l'histoire des hommes qui a connu le temps de l'Inquisition, cette institution judiciaire médiévale de l'Église catholique au XIIIe siècle qui traquait, qui jugeait les hérésies dans le monde occidental. Ça fait penser aussi au très beau livre Le nom de la rose de l'écrivain italien Umberto Eco, qui est édifiant à ce sujet. Durant notre époque, ce sont les régimes, dites-vous, autoritaires qui censurent et brûlent des livres. Qu'est-ce qui les pousse à faire cela? Comme je viens de vous le dire, parce que... instaurer toujours une pensée unique? Instaurer, je dirais pas la pensée unique, instaurer la pensée que eux veulent absolument incruster dans l'esprit des gens. Donc forcément, toute possibilité de penser autrement leur fait peur. Donc dans ce cas, cela voudrait dire que lire relève un peu de l'acte de résistance politique. Tout à fait. Je ne peux que aller dans votre sens. Et c'est toujours possible de puissance, quand on parle de puissance subversive de la lecture à l'heure et à l'ère des écrans, des téléphones portables et des tablettes numériques, c'est possible aujourd'hui? C'est possible parce que il nous faut absolument retrouver le temps long, celui qui permet l'écoute intérieure, ce que ne permettent pas évidemment tous ces nouveaux moyens technologiques qui sont synonymes de vitesse et d'éphémère. Lire aujourd'hui, effectivement, demande de la résistance. C'est presque une discipline. Il faut se discipliner pour lire. Mais, à mon avis, et c'est mon conseil, ma recommandation, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que ça restaure notre liberté intérieure. Et moralité, sous forme de dernière question que je me permets de vous poser, que faut-il espérer dans ces cas-là? Que faut-il espérer encore des livres, finalement? Oh, quelle belle question. Ah oui. Qu'il continue à fissurer nos certitudes,
qu'il continue à éclairer nos ondes d'ombre, qui nous rendent encore beaucoup plus vastes que nous sommes. Parce que les livres nous rappellent que la liberté commence à l'intérieur et que le premier geste pour préserver cette liberté, eh bien, il est très simple. Ouvrir un livre. Voilà, et s'évader. Et s'exprimer. Rida El-Mrini, écrivain, romancier, essayiste, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre passion et également pour vos explications. Nos remerciements qui vont également à Adir Rami pour la partie technique de cette émission. Dans quelques minutes, ce sera le résumé de 19h, présenté par Khadija Jaber. Agréable soirée à vous tous sur Atlantique Radio et très bon week-end. Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h.